Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le défi Psychoctober, un défi qui consiste à faire une vidéo par jour à tous les jours du mois d'octobre. Aujourd'hui, je vais aborder différentes notions qui vont toucher le fait de parler à son psychologue ou d'écouter son psychologue. On va également poursuivre sur une distinction entre la satisfaction thérapeutique et l'efficacité thérapeutique. C'est plusieurs notions qui vont nous amener à essayer de mieux comprendre comment se positionner à l'intérieur d'un service d'aide. On va également voir des nuances entre la relation d'aide et la psychothérapie, puis j'espère que ça va vous aider. Donc, avant de plonger au cœur du sujet, je vous rappelle que le format vidéo, c'est de nature éducative, donc ça ne remplace pas une psychothérapie. Et si vous avez besoin d'aide de manière personnalisée par rapport au sujet que je vais aborder aujourd'hui, vous pouvez utiliser mon programme Questions confidentielles que vous retrouverez sur le lien sur mon site web. C'est marqué tous mes programmes. Donc, Questions confidentielles pour personnaliser et avoir l'assurance d'avoir des réponses. Ou vous pouvez me contacter en privé pour prendre rendez-vous. Je vous enverrai tous les détails reliés à la prise de rendez-vous. Sinon, il y a aussi le site web de l'Ordre des psychologues du Québec. C'est écrit en gros Trouver de l'aide. Vous pourrez regarder les différents profils des psychologues selon ce que vous avez besoin. Donc, je vous rappelle aussi que le défi Psychoctober, je vais devoir faire dans la vidéo des synthèses, vous parler de grandes tendances, faire des approximations. Je vais tenter de rester modéré dans mes propos afin de rendre à la fois l'information accessible, mais tout en restant clair et le plus cohérent possible. Je vais aussi vous parler de mon expérience de clinicien, sans jamais mentionner l'identité de gens qui viennent me voir. Mais l'objectif, c'est d'humaniser le savoir psychologique afin que vous soyez équipés là, de ce savoir-là. Donc, maintenant que la prémisse est faite, je dois vous dire que c'est le plus long titre d'une vidéo du Psychoctober que j'ai faite jusqu'à maintenant parce que j'ai beaucoup hésité à comment l'appeler. Ça me semble être un thème, somme toute, assez riche, assez vaste. Puis c'est parti sur la prémisse du questionnement des patients qui vont beaucoup parler en consultation et comparé à d'autres personnes qui voudraient donc que ce soit le psychologue qui parle, puis le psychologue parle jamais. Donc, c'est une des choses que j'entends fréquemment d'ailleurs. Parce que moi, c'est écrit dans ma prémisse d'explication sur mes services. Vous n'aurez pas que dire je vais être très actif. Ça ne veut pas dire que mon approche convient à toutes les sortes de difficultés. Ça ne veut pas dire que je suis le meilleur. Ça ne veut pas dire que c'est mieux de faire mon approche. C'est pour ça que moi, j'essaie de vous l'expliquer pour que s'il y a des gens que c'est ça qu'ils recherchent, bien, ils pourront le retrouver en venant me voir. Mais j'ai des collègues, moi, qui sont bien meilleurs que moi pour faire du questionnement, d'approfondissement, qui sont capables d'être très en retrait, écoute, puis qui posent, ils font des interventions, là, c'est merveilleux, le fond. Ils ne parlent pas beaucoup dans les rencontres, mais c'est comme un peu une chirurgie, là. Alors que moi, si vous venez me consulter, ben, ça va être un petit peu comme dans les vidéos. Là, ça se peut que je vous bombarde d'informations sur la manière générale de vous prendre en main et de vous équiper. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour toutes les problématiques, ni à tous les moments de la thérapie. Bien sûr, je vais écouter. Mais je constate des fois qu'il y a des personnes qui vont occuper beaucoup de temps. Puis c'est comme si le fait de parler en consultation, ça peut avoir différents impacts. Hein. Ça peut aider l'individu à ce que pendant qu'il se raconte, il fait lui-même le fil de ses pensées, il remonte son histoire de vie pour arriver à une conclusion. Ça aide à reprendre des fils conducteurs aussi, hein, à travers tout le brouillard ou le tourbillon de la vie. Je vois également des gens qui n'ayant jamais eu d'expérience avec un psychologue, vont avoir la croyance que le psychologue a besoin de toute l'information de la vie de la personne dans le sens où c'est arrivé pour l'aider. Mais moi, ma manière de travailler, c'est beaucoup de me connecter avec les nervures émotives. Donc, avec quoi que ça résonne dans le moment présent. D'abord, éteindre les feux du moment présent avant de plonger loin dans le futur. Mais ça, c'est quelque chose que moi j'ai appris en faisant du travail sur la thérapie de groupe et la thérapie de couple. Donc, travailler sur la nature des liens transactionnels, ben, c'est un petit peu similaire à travailler sur la nature des liens affectifs qui se forment à l'intérieur de la personne. Puis c'est bien surprenant pour des gens en thérapie de groupe, de couple ou individuelle quand je leur dis j'ai bien saisi ton besoin ou ta souffrance, c'est telle affaire. Puis là, la personne fait oh,
Ah, mais comment ça tu le sais? Je n'ai même pas encore raconté qu'est-ce qui est arrivé dans cette semaine. Mais c'est parce que ma manière d'aider, je n'ai pas besoin de faire une anamnèse exhaustive, structurée de tous les détails. J'avais un professeur d'ailleurs là-dessus qui me disait à l'université, si le patient prend autant de temps pour raconter en thérapie ce qu'il a vécu que le temps que ça y a pris, ça va vous prendre une vie entière pour pouvoir l'aider. Donc, ça c'est un peu un piège ça, de penser qu'on pourrait aborder de manière structurée, logique et exacte tous les détails pour arriver à un point. Alors que bien souvent, ce sont des expériences affectives. Et les nervures émotives, c'est des grandes tendances inspirées des émotions. Hein. On a tous les mêmes 5 émotions à l'intérieur de nous, joie, tristesse, colère, peur, dégoût. Et on a pas mal toutes des expériences, des sentiments. Là. Tout le monde a vécu un peu de la honte, tout le monde a vécu un peu du rejet, tout le monde a vécu un peu de la rivalité, tout le monde a vécu un peu du regret. Donc si on peut se relier à ces nervures émotives-là, on a déjà rapidement dans les échanges interpersonnels un contact qui se fait. C'est comme s'il y a une contagion sociale à travers le mécanisme de présence et d'intersubjectivité. Donc moi j'ai vu en consultation des gens qui vont un peu noyer l'espace thérapeutique avec des détails, des détails, des détails, puis ne servant pas seulement à les aider à faire le fil de leurs idées pour arriver à un point, ils peuvent, on pourrait dire, utiliser l'espace de thérapie d'une manière inefficace en surchargeant de détails. Il y a également des gens qui, dans leur souffrance interne, ils ont besoin d'un public. Puis ils trouvent ça stimulant, le fait d'avoir l'attention du psychologue. Il dit, hey, si le psychologue il m'écoute, ça doit être parce que c'est intéressant. Puis là, ils en mettent, puis ils pèsent sur le gaz, ils ajoutent des détails, ils rient, ils trouvent ça drôle. Moi, je trouve pas ça drôle, là, mais c'est que je me connecte à l'expérience de la personne. Puis il y a une étape nécessaire dans l'accueil, la validation, le soutien. Le psychologue, il faut qu'il sache se mettre en retrait pour être capable d'accueillir la demande. Puis ses interventions avec l'écoute active doivent saisir des nuances. OK, comment je peux t'aider? C'est quoi la souffrance là-dedans? Puis il y a des patients qui sont tellement en souffrance qu'ils vont mobiliser toutes sortes de stratégies dans la relation thérapeutique qui ne vont pas aller dans le sens de leur souffrance, de les aider avec leur souffrance. C'est peut-être une répétition de leur souffrance. Je fais juste penser à une manifestation extrême. Prenons l'exemple d'un trouble de la personnalité histrionique. Ça, ce sont des personnes que leur souffrance est profondément ancrée dans leur personnalité via la recherche d'attention constante. Puis ils peuvent avoir tendance à adopter des comportements spectaculaires, flamboyants, faire des entrées un peu abracadabrantes en consultation. Ah ah ah, salut, es-tu content de me voir? Puis j'ai des gens en consultation qui vont faire ça lorsqu'ils arrivent. Mais moi, je ne fais pas que trouver ça drôle. Je peux saisir intérieurement que c'est une manière d'occuper l'espace qui témoigne d'une souffrance en arrière. Mon professeur de thérapie de groupe, il disait, aussi grand le spectacle, aussi grand la souffrance. Ça m'avait beaucoup marqué d'ailleurs cette phrase-là à l'université à l'époque. Donc on va essayer en consultation d'évaluer tout ça. Oui, on va donner de l'écoute comme psychologue à la personne, mais peut-être pas que. C'est une étape essentielle. Puis j'aime bien me rappeler également le fait d'être accueilli, validé, soutenu, c'est des composantes primordiales dans la vie psychologique de l'enfant. Un enfant là, qui a un sentiment de sécurité en dedans de lui, là, qui est bien, qui est sécure, que tous ses besoins sont répondus, c'est un peu comme si c'était des ressources qui vont lui permettre d'explorer le monde. Puis là, il explore son environnement. Puis là, il suffit qu'il rencontre un obstacle, ça fond, ça fond, ça fond. Puis là, quand il n'y a plus de ressources à l'intérieur de lui, maman! Puis là, il retourne à maman, papa, puis ou il retourne sur son objet de sécurité transitionnelle, sur la gardienne, sur son jouet préféré, sur... Et c'est ce qu'on appelle notamment les objets transitionnels en psychologie qui permettent de restocker du sentiment de sécurité. Vous savez, l'enfant là, qui a besoin de sa doudou ou son toutou, un objet transitionnel qui remet du sentiment de sécurité, de la stabilisation interne. Aujourd'hui, c'est quoi les objets transitionnels pour les adultes, me direz-vous? J'en ai un juste là. Quand je file pas bien, je sors ça, puis là, je me mets à texter, puis là, regarder des vidéos, puis tout ça. Puis là, on dirait que je me sens mieux. Objet transitionnel de plaisir, de sentiment de sécurité. Il y a également des recherches qui ont été faites là-dessus sur les comportements parasociaux.
entre relation de contact direct et la culture sociale. Parasocial, c'est que je suis en relation à travers ça. Donc, objet transitionnel, objet relationnel, parasocial, on est proche. Mais j'ai pris quelques notes. Sentiment de sécurité, c'est une ressource intéressante. Si vous allez sur YouTube, d'ailleurs, je vais mettre quelques notes pour vous mettre des liens. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez les Monkey Experience, attachement, singe, vous allez voir les premières études de Harlow avec des singes qui vont les mettre dans une situation étrange, dans une pièce. Puis si le petit singe il est sécure, on a bien répondu à ses besoins préalablement, le fait de le pitcher dans un environnement inconnu, il va naturellement partir à l'exploration du monde. Puis il revient, il se colle sur la doudou, sur la maman singe artificielle, puis il repart et il refait une exploration, alors que le petit singe qui est insécure, qui n'a pas été bien répondu dans ses besoins, lui, quand on le met dans la même pièce, il va aller dans un coin, il va se recroqueviller comme ça, il va se pogner un patte, il va se mordre. Il va commencer à se brasser sur le même. Pris dans sa souffrance, essaye de s'auto-rassurer, il essaie de s'auto-mordre, succion. C'est comme une sorte de régression vers la réassurance. Donc, ça a un immense impact, ça, dans le fonctionnement de la vie psychologique, même à l'âge adulte. Le sentiment de sécurité, c'est une ressource. Il y a également des recherches sur YouTube qui démontrent que le sentiment de sécurité chez l'enfant, lui aussi, prédispose l'exploration du monde. Puis un enfant qui est insécure va attendre comme ça, puis il va être un peu super attentif. Là, puis, alors qu'un enfant sécure, il va être beaucoup plus détendu. Puis, ouais, il n'y en a pas de problème. Oh, tiens, c'est quoi ça? Il explore son environnement. Puis, ben, on le fait nous aussi, à l'âge adulte. Si on transpose ça, maintenant avec les paroles, le fait de beaucoup parler chez un client en thérapie, on pourrait dire que si le thérapeute écoute, offre de la qualité de présence, c'est comme si de l'extérieur, il reprend un petit peu le rôle des modèles parentaux là, au niveau de la sécurisation de la personne. Ça ne veut pas dire que le psychologue, c'est le papa ou le... Mais il y a comme une symbolique qui ressemble au niveau de la mécanique de symbolisation, c'est qu'à l'extérieur de vous, il y a quelqu'un qui vous apporte le sentiment de sécurité. C'est dans ce sens-là que la relation thérapeutique, de prime abord, avec l'écoute, l'accueil, la validation, le soutien, c'est comme si ça va vous englober pour vous tenir ensemble. En psychanalyse, il y avait un terme qui s'appelait la fonction contenance. C'est une des raisons qui fait que si vous allez voir un psychologue qui utilise l'approche psychanalytique psychodynamique, ça se peut qu'il parle moins pendant les consultations. Mais c'est parce qu'il est en train de mettre en œuvre une technique de fonction contenance. Donc, il est là pour vous contenir. Vous pouvez compter sur lui, il va être là. Puis le fait qu'il parle moins pendant les consultations, ce psychologue-là d'approche psychanalytique psychodynamique, c'est pour vous permettre à vous de faire des associations libres entre vos idées. Il ne veut pas faire une inférence pour perturber ou altérer la formation de votre autonomie. Fonction, contenance, association libre. Mais par contre, ça se peut que vous tournez en rond sur certains pièges pendant longtemps. C'est une des critiques qui est faite dans cette approche-là. Mais ça peut être très bien si vous avez besoin, vous, de forger des liens. Donc, il n'y a pas une approche qui devrait être systématiquement privilégiée. Toutes les approches ont des bonnes barèmes d'intervention, on pourrait dire. Et ils sont tous critiquables. Moi, je les ai tous étudiés. C'est pour ça que je me permets de décrire ou d'aborder un petit peu certains. Là. J'adore ça, regarder la psychologie au sens large. C'est pour ça que je vais vous en faire partager. Je vais vous faire le partage, pardon. Donc, si ça peut être très, très bon dans la formation de l'alliance thérapeutique que vous alliez chercher le sentiment de sécurité à l'extérieur de vous dans un psychologue qui est apte à vous accueillir pour vous aider à faire le plein de sentiments de sécurité en dedans de vous, ça comporte également certains pièges. Parce que il y a des gens qui vont devenir dépendants du processus thérapeutique. Il y a des gens qui vont stagner dans leur apprentissage
pendant des années. Ils vont tourner en rond dans la même place, puis il y a d'autres personnes qui vont aussi déplacer leur dynamique de souffrance externe. Ils vont la déplacer dans la répétition de l'alliance thérapeutique. Donc, dans ce cas-là, plus qu'on va mettre de la satisfaction, de l'accueil, de la validation, du confort, même si c'est super bienveillant, ben, ça va comme enliser la personne dans un problème qui lui retire de l'autonomie. Puis là, si on faisait des entre guillemets, je vais sortir mon petit zèbre du entre guillemets. Dans mes lives, je sors ça, puis je le mets de même là, quand c'est pour vous dire qu'on va faire des guillemets, on va faire beaucoup de guillemets. Attention, là, je fais une généralisation. Vous savez, de l'amour de maman versus de l'amour de papa. C'est des grandes généralisations là, que je fais là. Mais l'amour de maman, c'est très protecteur. Ça veut dire, oh, fais attention, j'espère que tu te blesseras pas. Puis là, tu sais, c'est très, très, très dans la douceur. C'est une exagération. Je sais qu'il y a des mères qui sont pour l'autonomie. Je parle pas de vous. Je parle en général. On se comprend-tu? Je parle pas de vous, là. Je parle en général. Puis l'amour de papa, de manière traditionnelle, on pourrait dire, c'était celle de l'autonomisation. Dans le sens, ah ouais, vas-y, essaye-les. Puis là, pouf, tu te plantes. Ah, ben là, on va t'aider. Puis là, réassurance à ce moment-là. Mais vas-y, essaye des affaires. Puis là, même si ce sont des stéréotypes, ça ne veut pas dire que c'est systématique. Il y a des mamans qui soutiennent l'autonomie, puis il y a des papas qui sont très protecteurs, couverts, puis qui ne veulent pas rien que leur enfant leur arrive. C'est des grandes tendances. Hey, bon, je l'ai étudié assez. C'était des tendances entre guillemets. Mais il n'y en a ni un ni l'autre de ces deux formes d'amour-là qui devraient être utilisées de manière exclusive et systématique. Je pense que de manière générale, on a besoin à la fois d'apprendre un amour de type protection et un type d'amour autonomisant, vas-y, let's go. Puis là, vous pourrez me dire en commentaire si vous pensez qu'il y a une des deux sortes d'intervention qui est meilleure que l'autre. Mais moi, je pense que les deux sont importants. Puis s'il y a des pièges à juste écouter le patient, puis à rester là, puis à dire ah oui, raconte-moi ta semaine. Je pense que le risque, c'est que l'individu va utiliser le processus thérapeutique comme étant un lieu de dépôt pour venir se déposer. C'est extrêmement important. Mais s'il n'y a que ça, que de l'écoute, que de la validation, que ça, la stagnation, la dépendance ou la répétition de la difficulté risque de s'enliser. Puis là, c'est comme si le psychologue devenait quoi, entre guillemets, complice de l'enlisement de la personne. C'est pour ça que nous, on a l'obligation, les professionnels, de faire une évaluation rigoureuse pour comprendre c'est quoi la problématique de la personne et non pas seulement lui offrir ce que nous, on trouve intéressant. J'ai eu une demande de quelques semaines, une personne qui voulait qu'on fasse de la zoothérapie. Puis là, je lui ai dit, ben oui, c'est écrit sur mon site web que je fais de la zoothérapie, mais par contre, je ne vais pas faire systématiquement de la zoothérapie. Je vais d'abord évaluer avec vous c'est quoi votre besoin, c'est quoi le problème. Puis là, ça se peut qu'on fasse de la zoothérapie. Puis la personne dit non, là, bon, laisse faire, là, moi je veux de la zoothérapie, je veux absolument. Ben, je dis ben, OK, j'ai en bonne recherche. Même chose, une personne qui voulait qu'on fasse des jeux de rôle, j'ai dit il va d'abord falloir que j'évalue votre situation avant qu'on décide c'est quoi les techniques. Moi, en guillemets, je ferais toujours des jeux de rôle, là, je ferais toujours ça, je triperais là-dessus. C'est ça qui m'a amené à la psychologie. Mais je dois suspendre mes préférences personnelles pour mettre l'intérêt réel des besoins du client en premier. Puis les besoins du client, ce n'est pas forcément ce qu'il demande. C'est ça qui est fucké. Parce qu'une personne peut demander de l'écoute, mais avoir besoin d'être recadré. Pas évident ça, hein? Ça veut dire qu'il faut savoir à la fois accueillir, mais il faut savoir également frustrer. Autre note que j'avais pris. Ben, j'aime bien dire, moi, que la thérapie, c'est un laboratoire qui devrait servir à prendre conscience sur vos besoins à vous, là, comme patient ou comme client. Ça ne devrait pas être un endroit où vous ne faites que satisfaire vos besoins, parce que ça risque d'être très dangereux. Je vais utiliser un exemple extrême là, pour vous aider à comprendre. Prenons l'exemple d'un patient qui a non seulement le besoin d'être écouté par son psychologue, mais qui lui dit à un moment donné, psychologue, ça fait quelques rencontres que je réalise que je
je suis attiré par vous, je suis comme mon sentiment amoureux, puis j'aurais le goût qu'on fasse l'amour, puis tout ça. Donc, puis là, ça arrive, ça, des déclarations amoureuses, puis des déclarations érotiques en consultation, là. Dans ce cas-là, est-ce que le psychologue devrait satisfaire son patient en disant: ah ben si c'est ça que tu me demandes, dans le fond, ça doit te faire du bien? Non! J'ai dit non. C'est un laboratoire pour conscientiser les besoins, pas pour satisfaire les besoins. Là, vous avez vu là-dedans comment ça pourrait glisser rapidement vers un abus de la personne. Puis là, pourtant, on va dire, ben, c'est le patient qui l'a demandé, donc à quelque part, ça devrait être correct, il était consentant. Non! Il n'était pas consentant. Il était fragile, en train d'explorer son monde affectif. Puis quand le patient partage ça, là, son attirance amoureuse ou érotique envers le psychologue, c'est là que le psychologue doit se montrer plus mature et regarder ça, puis aider la personne à conscientiser qu'est-ce qui se passe. Donc moi, quand ça arrive en consultation, je vais dire à la personne, à quel moment c'est apparu en dedans de toi? Qu'est-ce qui t'a fait apparaître ce sentiment-là ou ce désir-là? Ça se pourrait-tu que ça soit des indications de quelque chose que tu aurais besoin de cultiver dans ta vraie vie à l'extérieur du laboratoire de psychologie? Parce que la thérapie, c'est un laboratoire de santé. C'est pour prendre conscience de nos besoins, pas pour satisfaire nos besoins. Donc, comment on pourrait t'aider à récupérer ce genre de déclencheur de feeling-là pour que tu les mettes en place de manière adéquate dans ta vie de tous les jours avec des gens qui te respectent, qui vont être dans ton intimité réelle. Ici, on est dans un laboratoire. Puis là, bien souvent, à l'intérieur de 3 rencontres sur ce sujet-là, les gens comprennent. Et ils vont pouvoir faire des associations sur oui, ok, c'est vrai, je comprends que hey, merci de m'avoir protégé là-dedans d'ailleurs. Mais il y a des psychologues, malheureusement, qui ne vont pas protéger leurs patients là-dessus, puis qui vont voulant satisfaire le client, créer de la confusion avec leurs propres besoins. Puis là, il y a des frontières, des abus de limite. Puis lorsque le syndic des psychologues se met là-dedans, c'est minimum 5 ans de radiation s'il y a des dérives là-dessus. Parce que c'est tellement fragile ce que la personne nous partage là-dessus, là, qu'on doit honorer la confiance que le patient nous fait en nous parlant de ça, en le protégeant même de lui-même. Puis protéger une personne de elle-même, ça ne veut pas dire toujours la satisfaire, ça ne veut pas dire toujours la valider, ça ne veut pas toujours dire d'être gentil, bienveillant, confortable. Parfois, il faut savoir être ferme et mettre des limites. Puis c'est pas pour être méchant, c'est pour aider la personne à trouver où est la juste intervention à poser, là. De manière un peu plus soft, je me souviens à l'université, dans mes premiers stages au doctorat en psychologie, on discutait entre nous de comment ça se passait dans le local des stagiaires. On discutait de nos rencontres. Puis je me souviens que j'avais des collègues qui me disaient qu'ils étaient vraiment effrayés là, à l'idée de couper la parole à un patient en consultation. Ils avaient vraiment peur, là. Parce qu'ils disaient, si je le coupe, là, il va être fâché, puis il ne reviendra plus. S'il ne revient plus, dans le fond, je ne passerai pas mon stage. Fait que là, plutôt que de déployer les bonnes techniques d'aide à la personne, il était terrifié à l'idée de frustrer la personne, puis que la personne fasse un mauvais plainte, puis là, qu'il ne réussisse pas le stage. Fait qu'en voulant satisfaire le client, ne déployez pas la compétence optimale pour aider la personne. C'est triste. Il y en avait d'autres que je me souviens que leur terreur, c'était de mettre fin à une rencontre. Je m'en souviens parce que la professeure, elle avait mis mon extrait, parce que dans les stages, on avait le stage 1, on était filmé en train d'aider nos patients. Puis la professeure, elle avait montré mon extrait d'une consultation avec mes patients pour montrer aux autres personnes dans le local comment on fait pour terminer une rencontre. Parce qu'à l'université, la professeure, elle disait qu'il faudrait faire des rencontres de 50 minutes. Puis il y a beaucoup de stagiaires qui, voulant écouter, voulant être à l'écoute, délicat, tout ça, faisaient des rencontres de 1h30, 2 heures, 2 heures et quart. Puis moi, il n'était pas rare d'ailleurs que je cognais à la porte en disant « Hey, j'ai réservé le local, là, c'est fini ta rencontre. » Là. Puis là, « Ah, mais là, tu ne m'as pas laissé finir. » Je dis « Ouais, mais c'est fini, ça fait 1 heure ta rencontre. » Là. Puis là, conflit entre les stagiaires. Je reviens. La professeure montre mon extrait aux étudiants en disant « Regardez, c'est comme ça qu'on termine une consultation. Paul, il l'a très bien fait. » Donc, moi,
j'ai comme une séquence que je suivais à l'intérieur de moi, puis que je suis encore aujourd'hui, qui fait que je sais qu'il y a une période de réchauffement au début de la rencontre où on peut parler un peu de sujets divers et variés. On fait un retour sur la dernière rencontre, on cible les sujets principaux de la rencontre aujourd'hui. Là, on fait quelques techniques d'intervention. Puis là, rendu au milieu de la rencontre, on fait peut-être un 5-10 minutes d'intervention profonde. Mais là, à partir de là, après 5-10 minutes d'intervention vraiment profonde, je le sais qu'il faut qu'on amorce une ressortie de cette profondeur-là. On ne va pas ouvrir puis plonger tout de suite au cœur du sujet au début de la rencontre. Non, il y a un processus de préparation pour des cas, pour entrer, de réchauffement, on pourrait dire. Puis là, quand c'est réchauffé, 5-10 minutes d'intervention profonde. Mais pour la même raison, on ne va pas expulser la personne tout de suite après ça. Il y a une période de remontée ou de refermeture qui doit être mise en place. Là, la professeure avait montré mon extrait dans lequel, à peu près à 40e minute, là, je disais à la personne, si on se dirige vers la fin de la rencontre, mais on n'est pas rendu à la fin de la rencontre, qu'est-ce qui te semble le plus pertinent de ce qu'on a discuté aujourd'hui? Donc, vous voyez, je sais qu'il me reste 10 minutes, mais c'est comme si j'étais en train de marquer la fin en disant on ne va plus aborder de nouveaux thèmes ou de nouvelles interventions à partir de maintenant. Ce que je sous-communique, c'est qu'on est en train de fermer le processus. Moi, j'essaie d'être efficace ici, là. J'essaie de protéger la personne. Je le sais que ce n'est pas satisfaisant pour la personne qui avait encore quelque chose à dire. Je le sais que c'est frustrant pour la personne qui, elle, avait beaucoup de choses à dire, puis que c'était tellement fragile à l'intérieur d'elle. Puis pourrais-tu me donner 30 minutes de plus aujourd'hui? Non. Pas non parce que je veux être brusque, mais non pour protéger la personne. Donc là, j'aide l'individu. Puis là, rendu à 45 minutes, quand il me reste à peu près 5 minutes, je dis quelque chose du genre. Je fais quelques, mettons, petits correctifs là-dessus. Fait que, OK, fait que dans le fond, telle affaire, je te propose de l'associer avec ça puis ça. Voici un devoir que je te mets. Je te propose de faire tel. Est-ce que tu acceptes le devoir? Puis là, elle va dire oui. Là, on est déjà un peu débarqué là, du contenu là, parce qu'on est en train de donner un devoir. Est-ce que tu veux qu'on fixe une prochaine date de rencontre? Oui, on sort les agendas, on fait ci, on fait ça. Mot de soutien. On note ou on texto ou on envoie le rappel, puis là, la personne sort. Des fois, on fait une petite blague aussi sur la porte de fin ou mot de soutien, d'encouragement. Alors, je te souhaite une bonne semaine. J'espère que ça se passera bien pour toi. Puis là, choup, la rencontre est bouclée. Fermeture de la porte de la consultation. On est à 50 minutes pile. Donc, je me souviens que j'avais des étudiants dans mon groupe de stage qui étaient venus me voir pour qu'on puisse s'entraîner ensemble sur cette période-là. Puis moi, je leur ai demandé de l'aide pour qu'ils m'aident avec d'autres genres de sujets. Fait que encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que je suis meilleur que les autres là-dessus. Là. On se faisait un échange. C'était mon premier stage à l'époque. Mais ça m'avait marqué, la maîtrise du temps. C'est une compétence, moi, que j'avais déjà à l'intérieur de moi parce que j'avais des écoles d'arts martiaux avant. Fait que je savais gérer mon temps de donner des cours. Également, j'étais maître de jeu de Donjons Dragons depuis au moins 10 ans à ce moment-là, 10-15 ans. Donc, je savais déjà aussi comment bien segmenter mes histoires, mon récit pour l'amener vers la fin du récit. Fait que c'est une compétence qu'il faut acquérir. Mais ça ne se passe pas seulement dans l'accueil, l'écoute. Des fois, il faut frustrer, encadrer, limiter. Puis je vous ai dit qu'il y avait comme une distinction entre satisfaire le client et être efficace. Hein? Peut-être qu'on peut rentrer là-dedans ici. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion chez les psychologues et dans les universités sur la distinction entre satisfaction et efficacité. Il y a d'ailleurs un test très bien connu qui est utilisé à l'international qui s'appelle ACORN. Mais ce test-là, c'est un test d'efficacité thérapeutique. Fait que là, on va se dire, ah, ça veut dire que c'est utilisé à l'international en plus. Là. Fait que c'est sûr que c'est un bon test. Là. Ah, il y a une valeur prédictive super efficace de l'efficacité thérapeutique. Mais tu regardes la composition du test à l'intérieur, c'est toutes des questions auto-rapportées sur la perception subjective de satisfaction du client envers le thérapeute pendant la rencontre. Mais là, t'as peu, là. C'est pas ça de l'efficacité. Fait que dans le fond, tu appelles ton test d'efficacité psychothérapeutique, mais en réalité, c'est un test de satisfaction du client envers son thérapeute. Tellement de confusion. Moi, j'avais pogné les nerfs d'ailleurs dans un congrès de psychologues. Là. J'avais dit au présentateur, reviens en arrière, va sur tes mesures. Regarde, tu le vois bien là, que c'est écrit, genre que c'est des questions sur le sentiment de satisfaction du client. C'est pas de l'efficacité. Puis là, le présentateur il avait dit, ben oui,
Si le client répond ça, ça veut dire qu'on est efficace. J'ai dit non, non, non. Ça veut dire que tu le satisfais, tu le sécurises, mais tu n'avances pas forcément vers l'objectif. Puis là, il dit, ouais, mais c'est quoi ça, d'abord, selon toi, l'efficacité? Ben, je vais vous amener à une petite distinction un petit peu plus précise pour pouvoir vous aider. Puis là, mais lui, il n'a pas accepté ma définition. Vous savez, les congrès de psychologues, c'est spécial. Hein? Il y a beaucoup de conflits de personnalité, conflits théoriques d'allégeance. Il y avait des guerres même il y a quelques dizaines d'années, bien connues. Quand il y a eu la formation des ordres professionnels, là, il y avait des guerres théoriques entre les psychanalystes et les behavioristes. Là. Ça s'insultait, ça se faisait des plaintes croisées à l'ordre, ça se faisait du harcèlement. Puis encore aujourd'hui, dans les congrès, là, il y a du monde qui s'insulte, qui s'envoie chier, puis c'est pas beau, là. Mais vous ne voyez pas ça, hein? Mais nous, j'essaie de limiter les congrès de psychologues pour ça. Donc, je vais vous proposer quelques définitions. La satisfaction, selon moi, c'est un sentiment d'apaisement et de bien-être hautement sentimental, lié à la qualité du lien intersubjectif, qui permet de réduire l'insécurité et l'incertitude. Tout ça, là, c'est super important pour la formation de l'alliance thérapeutique. Puis c'est propice à une intervention de soutien-conseil et en relation d'aide. Donc, on a besoin d'une base de satisfaction. Mais c'est un piège de rester là-dedans. Fait qu'à un moment donné, le psychologue, il faut peut-être qu'il coupe la parole à son patient pour essayer de tendre vers de l'efficacité. Puis l'efficacité, je vous dirais que je la définis comme suit. L'efficacité suit un principe de causalité où on va contrôler des variables de manière objective pour tracer un avancement dans un plan structuré avec des objectifs, sous-objectifs, opérations précises. Puis là, on est proche d'un autre terme qui s'appelle l'exécution et la mise en place d'un plan de traitement psychologique. Autrement dit, la psychothérapie, parce que c'est un traitement psychologique. Fait que si on veut appliquer un traitement à une personne qui a un trouble mental, par exemple, bien, l'application d'un plan de traitement a des étapes qui nécessitent qu'aujourd'hui, on focus sur l'étape 1. Aujourd'hui, on focus sur l'étape 2. Aujourd'hui, on focus sur l'étape 3. Puis il y a beaucoup de gens qui vont venir en consultation thérapeutique, puis même s'ils ont besoin d'un plan de traitement pour l'anxiété ou la dépression, ils ont un immense besoin d'avoir une empreinte initiale de satisfaction, de sécurisation, d'écoute. Puis moi, j'aimerais ça des fois, plonger directement au cœur du plan d'intervention. Let's go, on te fait un plan d'intervention. Puis là, dès qu'on commence à appliquer un peu de technique, la personne, ça fait lever sa souffrance, sa détresse. Puis là, enfin, il y a quelqu'un qui l'écoute. Puis là, les paroles vont commencer à sortir pour pouvoir se sentir écouté par quelqu'un. Puis là, plus que je me sens écouté, on dirait que ça me fait du bien. Puis là, il y a des gens qui occupent toute la rencontre comme ça. Ils se sentent tellement bien, puis tellement compris par le psychologue qu'ils vont même peut-être remplir le questionnaire à corne en disant « Ah oui, ça m'a vraiment fait du bien. » Mais on a-tu avancé dans l'objectif du plan de traitement? Pas forcément. C'est une des raisons qui fait que le psychologue ne doit pas être votre ami. Le psychologue, normalement, il est là pour faire avancer quelque chose en lien avec votre besoin d'aide. Il n'est pas là pour être une finalité en soi. Même si dans la réalité, il y a des gens qui vont consulter un psychologue parce qu'ils n'ont pas de cercle social. Puis c'est la seule personne qui va être capable de les écouter. Puis ça pose en question toutes sortes de réflexions éthiques. Parce qu'on a des articles de déontologie qui nous dit lorsque le psychologue réalise que le patient ne tire pas avantage de ses services, il met fin au suivi. Et c'est quoi que ça veut dire, ça? Une perception d'un patient qui ne tire pas avantage du suivi. C'est-tu quelqu'un qui n'est pas satisfait ou c'est une progression inefficace? Ben, c'est là qu'on va devoir un peu réfléchir et faire preuve de jugement professionnel. Puis j'espère de tout cœur que vous discutez de ça avec vos psychologues, si vous avez des thérapeutes qui vous suivent personnellement. Essayez de jongler, voir avec ces deux nuances-là avec vos professionnels. Est-ce que vous êtes davantage dans la satisfaction? Recherchez-vous du confort avec ce professionnel-là qui va vous rassurer, qui va vous aider à faire le plein de sentiments de sécurité à l'intérieur de vous? Ou vous êtes dans un plan de traitement cherchant à avancer, à développer une compétence à l'intérieur de vous? Moi, j'aime utiliser les deux. Mais je vous avoue que vu que je parle beaucoup dans les consultations,
j'ai une petite inclinaison à essayer de viser l'efficacité. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas garanti. Fait que j'ai des manières de le mesurer. J'offre toutes sortes de programmes en plus aux gens qui viennent me voir en consultation. Je peux utiliser des tests pour mesurer des trucs. On va en reparler du sentiment de progression. Je vais leur expliquer ma perception sur l'évolution de la personne. Puis là, on va se promener entre satisfaction, efficacité. Puis on va essayer de cibler de plus en plus par où qu'on s'en va là, pendant les consultations. Il y a des patients qui ont tellement besoin de parler que c'est sûr que je ne suis pas la bonne personne. Parce que s'ils continuent, entre guillemets, envahir l'espace discussionnel avec des propos qui masquent le réel besoin que moi je vois en arrière, le besoin d'aide, le besoin de développer une compétence, le besoin d'autonomisation, mais s'ils envahissent l'espace discussionnel pour masquer les choses, moi je ne veux pas être complice de la souffrance d'un patient. Je veux être complice de sa santé. Donc dans ce cas-là, je pourrais dire, je vais prendre un instant pour te partager ma compréhension. Je vois que tu as beaucoup besoin d'être compris, d'être écouté. Je vois que tu prends la parole assez aisément pendant les consultations. Puis c'est très bien hein, d'être écouté, mais je voudrais juste prendre le temps d'évaluer avec toi, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Parce que si je ne fais que t'écouter, c'est comme si tout mon savoir, mon expérience ici là, sur la santé mentale, il n'y a pas une place où ce que je peux t'en partager ou te faire une transfusion de compétences. Puis, est-ce que je suis la bonne ressource pour toi si je ne fais que de l'écoute? Est-ce qu'on peut s'entendre pour un certain moment d'écoute dans l'intervention? Puis, est-ce qu'on se donne un signe ou est-ce que je vais pouvoir te couper pour te dire, OK, je vois que tu mets en place beaucoup de détails, mais je pense qu'on est un peu à côté du thème principal. C'est une des choses notamment que je peux faire avec des patients qui souffrent de troubles de déficit de l'attention, qui vont avoir tendance à se disperser, à chercher leurs idées, à repartir sur une autre bulle. Donc parfois, je peux convenir dans l'alliance thérapeutique de ça en disant, j'aimerais ça qu'on s'entende sur, on se garde-tu, mettons, un 30 minutes d'espace où tu vas avoir besoin de te déposer, puis je vais faire tout ce que je peux pour bien t'écouter. Puis ensuite, on va peut-être prendre les dernières minutes de la rencontre pour essayer de structurer un objectif. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu es d'accord? Puis là, si la personne n'est pas d'accord, on peut négocier, clarifier les choses. Puis là, on se promène entre satisfaction et efficacité afin de créer un cadre professionnel. Sur ces sages paroles, puis là, c'est pas garanti. Donc, là, je vous ai partagé beaucoup de ma vision des choses. Le titre, il était long aussi sur la vidéo, mais j'espère que vous aurez appris des trucs. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez appris dans cette vidéo, si vous avez appris quelque chose. Parce que peut-être que vous n'avez rien appris. D'ailleurs, vous pourrez m'écrire ça, hein, hashtag j'ai rien appris. Puis là, je comprendrai hein, qu'il faudrait que je me force un peu plus là, pour rendre les choses structurées. Donc, c'était le Dr Paul Simard, psychologue, et je vous dis à demain pour la suite du Psychoctober.